Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je vous trouve très courageux parce que le sujet est quand même... À 10h du matin, venir écouter parler de GDPR, faut en vouloir. Ouais. Hein. Donc on vous remercie. On remercie aussi l'organisation de nous avoir permis de parler de ce sujet qui aujourd'hui est un sujet sur lequel on est en plein dedans, qui nous occupe beaucoup. Donc on va vous faire une petite restitution sur effectivement déjà la GDPR, de quoi on parle, pourquoi c'est important pour nous, et comment est-ce qu'on a effectivement essayé de l'approcher. Alors on va se présenter. Tac. Ah bah non, tu vois, ça c'est l'effet Bonaldi. Le truc qui marche plus au moment où tu en as besoin. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai passé, vas-y. Ah non, ça passe plus en fait. Non, ça passe plus. Ça marchait très bien à l'audit tout à l'heure. On a vu avec les techniciens, on a fait des tests pendant 20 minutes. Hein. Alors, est-ce que ça marche? Donc je me présente, je m'appelle Olaf, et je vous présente Sven. Ouais, on peut pas se présenter vraiment. Hein? Tu veux dire, non, attends, non, mais là on n'est plus crédible, Guillaume, c'est fini là. Bon, ok, t'as raison, on Jérôme. On peut donner nos prénoms. On fait pas alors, Jérôme. C'est mort. On fait partie de l'équipe Reine des Neiges de chez Sagi. Sagi, c'est une start-up rouennaise qui vend une plateforme pour faire du big data et de l'intelligence artificielle, une plateforme prête clé en main. Ouais, et alors pourquoi l'équipe Reine des Neiges? Notre boulot, c'est de libérer et délivrer la donnée. Voilà. Merci Youn, notre CTO. Ok, bon, ouais, non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Parlons un petit peu de ce qui nous intéresse tous pour les mois à venir, je pense. La réglementation, le règlement général sur la protection des données. Alors nous, on va dire GDPR parce qu'on travaille en anglais et on n'arrive pas à retenir deux acronymes, après on se mélange. Donc, voilà, donc ça s'appelle la RGPD en français. Et donc c'est un nouveau règlement, c'est pas une loi, hein, c'est un règlement qui va renforcer les droits des citoyens dans l'Union européenne concernant leurs données personnelles. Donc, qui ça concerne? Ça va concerner toutes les entreprises de l'Union européenne et les entreprises internationales qui vont avoir à manipuler des données personnelles liées à des citoyens européens. Donc, si jamais, je ne sais pas, vous avez des formulaires où vous demandez nom, prénom, adresse mail, pour faire des traitements, vous allez être concerné. Quand en fait, cette loi elle a été votée en 2016, ce règlement a été voté en 2016 et a un délai d'application au 25 mai 2018. Donc les entreprises, à partir du 25 mai, toutes les nouvelles données personnelles qu'elles collecteront devront être garanties et conformes au règlement. Et pour les données que les entreprises auront collectées avant cette date du 25 mai, il y aura un délai supplémentaire de 2 ans pour pouvoir les remettre aux normes. D'accord ? Les montants des amendes en cas de non-respect du règlement ont un petit peu beaucoup augmenté par rapport, par exemple, à la loi sur les données personnelles en France. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter à 4% du chiffre d'affaires, pas du résultat, du chiffre d'affaires, dans la limite de 20 millions d'euros. Et il faut savoir que si vous êtes une entreprise multinationale et que vous ne faites pas très peu de chiffre d'affaires dans le pays où vous êtes, on a le droit de remonter à votre maison mère pour aller réclamer cette somme. Autrement dit, c'est un vrai sujet. Et d'après le Gartner, à peu près la moitié des entreprises européennes ne seront pas prêtes, ne seront pas en conformité en mai, voire même à la fin de l'année. Ce sera peut-être même plus encore en vrai. Mais, quoi ? Donc, qu'est-ce que ça concerne? Ça va concerner toutes les données relatives à une personne physique qui soit l'identifie directement, soit qui permet de l'identifier. Un numéro de sécurité sociale, une adresse IP qui serait une IP fixe, toutes les choses qui vont permettre de savoir qu'il s'agit d'une personne en particulier.
Donc, on va avoir du boulot au niveau des entreprises et notamment des SI, pas mal de choses. Généralement, on a une architecture IT qui est plutôt hétérogène avec des données personnelles dans différentes applications. Il va falloir Votre différentes bases de données. Et donc, il va falloir s'occuper d'aller gérer, traquer la donnée un peu partout. Dans les entreprises, ça va être l'occasion de créer un nouveau poste, celui de Data Privacy Officer, qui sera en charge de mener toutes les actions nécessaires à la mise en place et au suivi, au bon fonctionnement de l'application du règlement. Si jamais votre entreprise est victime d'une fuite de données et que vous vous en apercevez, vous aurez désormais 72 heures pour prévenir la CNIL de votre pays et les utilisateurs concernés. 72 heures à partir de la détection. De la détection de... Bah ouais, parce que si vous ne l'avez pas détecté, de toute façon, un peu plus compliqué de prévenir les gens, quoi. Voilà. Vous pouvez dire aussi que ça fait 6 ans qu'il y a eu une faille et la détecter aujourd'hui. Ouais. Des fois, il paraît qu'on s'est fait prendre juste un tiers de ces données, puis en fait, 6 ans après, c'est la totalité. Mais il y a des nouvelles notions qu'il va falloir prendre en compte si vous développez des applications. C'est ce qui est le privacy by design. Une gestion de consentement et tout, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et il va y avoir des nouveaux processus, puisqu'évidemment, vous imaginez qu'un règlement européen ne vient pas sans un certain nombre de choses à fournir et à mettre en avant, et notamment le registre des traitements dont on parlera tout à l'heure. Donc, en termes de problématiques pour les sociétés, qu'est-ce que c'est ? La première, c'est si jamais c'est la première fois que vous entendez parler de la GDPR, ça va être urgent de commencer à faire des choses. Parce que vous avez jusque fin mai pour tout ça. Donc, ouais, il y a même beaucoup moins qu'un an maintenant pour se mettre en conformité. Généralement, on a des gestions d'habilitation et de droit qui sont assez larges. Il va falloir sûrement mettre des choses en place de manière un peu plus fine, parce que vous devez être en capacité de savoir qui a accédé à la donnée, notamment pour pouvoir remonter des audits, voilà, qui a accédé à quelles données, qui a modifié quelles données. Et vous allez avoir un registre des traitements à fournir en cas de contrôle. Ce registre des traitements est censé lister l'ensemble des événements qui sont arrivés sur un enregistrement en particulier. C'est d'ailleurs un des sujets qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, plus particulièrement, parce que c'est quelque chose qu'on peut en fait assez facilement mettre en place. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir gérer ? Un consentement clair et précis. En gros, la petite case à cocher, est-ce que vous acceptez de recevoir notre newsletter qui permet de faire plein de traitements sur la donnée qui va derrière ? Vous oubliez. On va se retrouver à avoir des consentements liés au traitement que vous allez appliquer sur la donnée. Un peu comme quand vous téléchargez une application sur un store, elle va vous dire, pour fonctionner, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et là, de la même manière, vous allez être obligé de dire à vos utilisateurs, je prends ces données-là parce que je vais appliquer tel et tel type de traitement derrière, ou à telle fin. Privacy by design, il va falloir la respecter, la vie privée de vos utilisateurs, même dans la conception de vos logiciels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il ne faut pas prendre plus de données personnelles que celles nécessaires au traitement que vous allez mettre en place. D'accord ? Si votre traitement consiste à faire, je ne sais pas, de regroupements par département en fonction de l'âge des personnes, vous n'avez aucune raison de leur demander quel est leur sexe, ou leur genre, quel est leur âge, si leur âge, oui, il y en a besoin, mais quel est... je ne sais pas, leur email, vous n'en avez pas besoin, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dès le départ dans la construction de vos applications. Évidemment, il va falloir garantir la sécurité des données et tout, puisque vous êtes tenu de prévenir assez rapidement en cas de faille. Alors c'est la petite nuance qu'on peut apporter. Là, si je ne me trompe pas, c'est une garantie de moyens. Oui. C'est pas une garantie de résultat. C'est un règlement, c'est pas une loi, ce qui fait qu'en fait, vous avez plus une obligation de moyens que de résultats.
Mais il va vraiment falloir montrer que vous avez commencé à mettre des choses en place et que vous faites le maximum possible pour respecter cette réglementation. Et il va falloir également mettre en place des processus d'anonymisation, pseudonymisation, à la demande ou en masse, en gros, pour permettre à des utilisateurs qui le voudraient de retirer leur consentement et du coup anonymiser leurs données. Ce genre de choses. Et il y a des délais de rétention. Certaines données, vous avez le droit de les exploiter un certain temps. Il faut, au bout d'un moment, les anonymiser, voire les supprimer. Tout ça à prendre en compte. Rentrons justement un petit peu plus dans la partie anonymisation et pseudonymisation. Tout le monde voit la différence entre les deux. Anonymisation, le process est irréversible. La donnée a été modifiée. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas retrouver l'information d'origine. La pseudonymisation va vous permettre de refaire un retour arrière, de savoir en fait quel était l'enregistrement de départ. La pseudonymisation, l'un des cas intéressants, c'est vous avez un jeu de données à fournir à un prestataire pour un traitement, et ben vous pouvez lui fournir un fichier pseudonymisé, et vous, quand il vous renvoie ses résultats, vous êtes capable de revenir en arrière pour savoir, en fonction des traitements qu'il a fait, à qui ça correspond, tout ça. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour anonymiser les données, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Notamment, vous n'allez pas appliquer les mêmes principes d'anonymisation en fonction du type de champ. Si vous êtes en train d'anonymiser une date ou une adresse email, ça ne va pas forcément être les mêmes techniques. Donc on a plein de choses qui permettent de modifier la donnée. On peut faire de l'appauvrissement, on peut faire du masquage, on peut faire de la suppression. On peut faire du chiffrement, vieillissement ou décalage sur des dates. On peut faire de la génération de données ou remplacement par de la donnée fictive. On peut mélanger de la donnée. On peut faire du calcul d'empreintes avec donc des haches, faire de la variance, de la concaténation, de l'obfuscation. Toutes ces techniques sont très bien. Par contre, il s'avère que si j'anonymise qu'un seul champ et qu'en fait, en regroupant avec d'autres champs, je suis capable de retrouver quand même cette personne, on se rend compte que ça ne va pas être suffisant. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à mixer ces types de techniques pour pouvoir avoir de la donnée un petit peu plus protégée. Par exemple, sur une date, vous pouvez faire un décalage de date avec un masquage. Comme ça, en fait, vous avez juste le chiffre des mois et vous n'avez pas le reste derrière. Vous avez des XXX et puis là, vous avez déjà de la donnée qui est un peu plus chiffrée derrière. Et puis, si jamais il y a 3 champs, surtout faire en sorte que ces 3 champs, vous retrouvez des NUplay plusieurs fois dans votre base avec votre processus. Donc, pour résumer, ce qu'il va falloir faire au niveau de la GDPR, s'occuper du consentement, de l'anonymisation, pseudonymisation. J'en ai pas trop parlé, portabilité et accès aux data. C'est-à-dire que si un utilisateur vous demande à récupérer l'ensemble des données qu'il a, vous devez être en mesure de lui fournir, et notamment dans un format numérique. Je ne sais pas, vous êtes fournisseur d'énergie, votre client a décidé de partir chez un concurrent, vous devez être en mesure de lui redonner toutes ces informations, sa consommation. Voilà. Les habilitations, avoir une gestion un petit peu plus fine, audit traçabilité et toujours penser au privacy by design. Bon, en quoi ça nous concerne, nous, et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est parce que donc on libère et on délivre la donnée et, sur des lacs big data. Et donc la donnée qu'on a, c'est pas la nôtre, c'est celle du client. Donc on pourrait se dire, on s'en fiche, c'est pas à nous de le faire. Sauf que nos clients, même si c'est de la donnée analytique, nous demandent à pouvoir anonymiser leur dataset et tout ça. Donc on a une application, un produit qu'on développe qui s'appelle Sagi Data Governance et qui permet de documenter le lac de données, de qualifier la donnée, si elle est de bonne qualité, pas bonne qualité, tout ça, de ressortir des métriques et notamment de gérer les données personnelles. Cette application, elle permet d'accéder à des exemples de données, par exemple. Donc on est complètement concerné par la GDPR, puisque en fonction des profils des utilisateurs, ils auront accès ou pas à la donnée. La donnée devra lui être remontée de manière anonymisée ou pas. Voilà. Donc voilà, donc, il faut qu'on gère la GDPR pour ce produit. Donc avant de commencer le chantier,
Regardons un peu ce qu'on a. On a un logiciel qui marche plutôt pas mal, qui est une application CRUD, d'accord, réalisée principalement en 2 mois pour pouvoir faire de la démo au Salon du Big Data de Paris. D'accord, gros événement pour une entreprise du Big Data comme nous, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on présente de la gouvernance de données. Donc voilà, on met l'effort pour être prêt. Et donc on a quelque chose qui marche plutôt pas mal, mais qui a quelques petits problèmes. On s'aperçoit que c'est énormément basé sur le format de stockage en base, et qu'on a une API qui a été vraiment designée pour répondre aux besoins d'une UI et pas forcément des besoins interprocess. Donc notre analyse, en creusant un peu tout ça, c'est on fait plus que du CRUD. Enfin, faut arrêter. En plus, si on a la GDPR à mettre en œuvre, c'est pas juste je crée, je lis, j'update, je delete, quoi. On s'aperçoit aussi en lisant le code qu'il y a des concepts qui ne sont pas compris ou pas partagés par tout le monde, que ça ne correspond pas forcément au métier de nos experts. En plus, cette application fonctionne pas trop mal, mais on a besoin qu'elle fonctionne en mode collaboratif, c'est-à-dire que des gens puissent modifier exactement les mêmes trucs au même moment, mais il faut qu'on puisse faire des rollbacks. Et on a, nous, un pressentiment que notre API va être vraiment plus utilisée que juste par une UI, quoi. Donc, il va falloir qu'on revoie tout ça. Donc, en gros, notre bilan, c'est de dire il faut qu'on sorte du data ou persistance driven. Là. En gros, on sort de ça pour aller vers quelque chose qui correspond plus au domaine métier. Il va falloir qu'on nettoie notre cœur métier en termes de code, parce qu'il y a beaucoup de dépendance à des choses techniques. Et il va falloir qu'on puisse tracer en fait des événements pour pouvoir facilement répondre au registre des traitements, et puis éventuellement en profiter pour avoir ce qui nous permet de faire facilement de la gestion collaborative avec des rollbacks, de la validation et tout ça. Okay. Et là, on s'est dit, ça nous rappelle des choses, on fait quelques conférences de temps en temps, et je pense que tout ce qui est autour du domaine driven design correspond bien à cette problématique. Ouais, en effet, ça marche pas. En effet, le domaine driven design, c'est un sujet auquel on s'est intéressé depuis alors déjà un petit peu de temps, chacun de notre côté, mais effectivement, là, pour ce sujet-là, pour cette application-là, on a dit, tiens, il faut vraiment qu'on exploite cette approche. Domaine driven design, est-ce que ça parle à tout le monde? Ouais. Enfin, qui ne connaît pas? Je vais faire un rapide. Je vais faire un vraiment très rapide définition. Il y a un bouquin, le Blue Book, on l'appelle, celui d'Eric Evans, qui date de 2003, qui explique ça. Si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir. Non, je rigole. Il n'est pas forcément facile à lire, mais il est extrêmement intéressant. Il est très très riche. C'est un livre qui s'infuse. Vous le lisez plusieurs fois. Donc l'idée en fait du domaine driven design, ça part déjà d'un premier constat qui est un petit peu résumé par ce proverbe Alberto Bornolini, on en parlera juste après quand on parlera d'event storming. Mais c'est l'idée en fait de la communication qui existe entre les experts du domaine et les experts techniques. Et cette communication aujourd'hui, elle n'est pas simple, et on le voit à travers les applis qu'on fabrique, c'est jamais très simple de comprendre le métier de quelqu'un. Et c'est jamais très simple de le traduire en logiciel. Et donc toute la difficulté, ça va être déjà de créer les canaux et les moyens de communiquer efficacement. Ça, c'est une des premières briques centrales de DDD. Et pour mettre ça en œuvre, la première approche, c'est effectivement de se baser, ça paraît bête, hein, mais on ne le fait pas tous, de baser notre communication entre experts du domaine et experts techniques sur un langage commun, on appelle en anglais ubiquitous language, qui est partagé par tout le monde. Donc quand je parle, aujourd'hui quand je parle d'un dataset, on sait de quoi on parle. Quand je parle d'une table, je sais de quoi on parle. Alors je parle dans notre domaine du big data. Hein. Ok. Donc on va construire ce langage. C'est ce qui fait qu'on dit souvent que DDD est avant tout linguistique. Quand vous faites ce travail-là, vous ne faites pas un travail technique. Vous faites vraiment un travail de langage.
Et ce travail est extrêmement important, parce qu'après, en plus, vous savez, un des problèmes, c'est toujours d'arriver à nommer les champs, les variables, les classes. Mais avec ça, en fait, ça devient complètement évident. Un biais aussi qu'on a en informatique, c'est souvent, on a besoin de modèles. On a une réalité, on a besoin d'un modèle, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir coder quelque chose. Mais on a ce biais-là d'essayer toujours de modéliser tout ce qui se passe dans un domaine avec un seul modèle. Et c'est pas toujours évident, parce qu'au final, on essaie de faire rentrer un petit peu tout. Nous, on l'a eu dans l'application là, dont on vous a parlé. On essaie de parler de dataset, mais c'est parfois des tables, parfois des fichiers, parfois des directories. Et ça ne nous convenait pas vraiment. Donc quand on voulait distinguer tout ça, ça nous amenait à faire un code qui était assez horrible à maintenir. Et pourquoi c'est un problème ? Je vais vous montrer un petit exemple. Ça, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Ok. Une carte du monde ? C'est quoi ta taille de t-shirt ? Ouais. Voilà, t'as gagné un t-shirt. Ça, c'est quoi ? Une carte du monde. J'en ai pas deux. Ça, c'est quoi ? Une carte du monde. Une carte du monde. Il n'y a pas de piège, hein. Ça, une autre carte du monde. Et enfin, celle-là. C'est une carte des chapeaux, ça. Ouais, non, c'est une carte du monde. Avec des chapeaux, mais c'est une carte du monde. Alors, si je vous pose la question, à votre avis, laquelle est la bonne ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Qui c'est qui a dit ça dépend ? C'est quoi ta taille de t-shirt ? Ça dépend de quoi ? Du contexte. Il y a un autre t-shirt là. Un autre t-shirt, c'est quoi ta taille ? Et oui, ça dépend du contexte. Si je vais étudier le relief, ce modèle-là va être plus intéressant. En revanche, si je vais étudier les populations, celui-là est plus intéressant. Les détails que m'apporte le relief sont complètement inintéressants. Donc en fait, le modèle que vous allez utiliser dépend de la perspective que vous avez. Dans votre domaine, vous avez une réalité. Cette réalité, selon la perspective que vous avez, vous allez l'approcher différemment. Et la notion, donc la notion par exemple de carte du monde, va porter une définition différente selon le contexte dans lequel vous êtes. C'est ce qu'on appelle en DDD les bounded context. Pour la faire simple, c'est le truc qui va killer, qui va foutre la note dans la lave. C'est fini. Okay. Le modèle unique. Parce que vous allez avoir après plusieurs domaines selon le bounded context. Okay. Donc notion très importante. Deuxième approche, un peu plus technique sur la partie domain-driven design. Vous vous souvenez de ce genre d'archi? Alors nous, quand on vous parlait de DataGov, ça ressemble à ça aujourd'hui, enfin un peu moins parce qu'on a commencé évidemment à travailler dessus. Oui, je sais Audrey, je sais. Donc aujourd'hui, effectivement, on a ça, ce genre d'approche avec des couches stackées sur une base de données que moi, en l'occurrence, j'appelle du data-driven. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on a un biais, c'est de transformer n'importe quelle intention métier en opération create, update, delete. Sauf qu'il y a Grumpy qui nous surveille. Et Grumpy nous dit, le CRUD c'est bien dans certains cas, mais dès qu'il y a du métier, ça ne scale pas. Généralement, dans ce genre d'appli, pour avoir fait des dizaines d'audits de code, dans ce genre d'appli, vous retrouvez après le métier un petit peu partout, dans l'UI, dans les services, dans le data access, enfin un petit peu partout, voire même dans les procédures stockées. Dans les procédures stockées, ouais, ça. Ah, je crois qu'il y en a qui ont déjà vécu ça. Qui c'est qui fait des procédures stockées? Non, et toi, le problème là-bas, c'est quoi ta taille de t-shirt? Non, parce que c'est juste pour te consoler. Toi, t'es gentil, hein. C'est quoi? C'est qui? Elle est où? J'ai que duel. Alors, effectivement, le problème de ça, c'est qu'après, la cohésion de votre domaine métier, enfin de vos règles métier, est complètement nulle. Parce que votre métier, dès que vous avez quelque chose à changer, ah mais attends, c'est où cette règle? Et si déjà vous allez avec un seul endroit, vous avez de la chance. Donc dans l'approche du domain-driven design, on va essayer d'assurer, la première chose, c'est d'assurer la cohésion de notre domaine. C'est-à-dire l'ensemble des comportements de notre système, on les prend, on les met ensemble, et surtout, on ne vient pas les polluer avec d'autres problématiques. Ce sont nos problématiques métiers, ce sont nos règles métiers, on les garde à un endroit. Et tout le reste vient se plugger autour. Les problématiques d'UI, les problématiques de persistance, ce sont des détails. Oui, la base de données est un détail. Ce qui est important, votre cœur, c'est le domaine. Dès que vous avez du métier.
Oui, alors, Jérôme parlait de l'Ubiquitous Language, et nous, pour réussir à découvrir un peu quels étaient les termes de notre domaine, on a fait un atelier qui s'appelle l'Event Storming. L'Event Storming a pour but d'identifier les événements qui se passent dans notre logiciel pour découvrir déjà notre domaine et la manière de fonctionner, et faire émerger de tout ça du vocabulaire qui va être comment partagé, avec lequel on va avoir une définition, des actions, des acteurs, voilà. Donc ça a été l'une des premières étapes, c'est de travailler avec les experts du domaine, de leur poser des questions, et à partir de là, de commencer à sortir un petit peu tout cet enchaînement d'événements. On s'en est également servi une deuxième fois pour voir en quoi la GDPR allait impacter notre existant. D'accord ? Donc on avait déjà une vision de ce que c'était notre métier en termes de gouvernance de données, documentation et tout ça, mais la GDPR ramenait des nouveaux événements, des nouveaux acteurs, un nouveau langage pour ce contexte-là. Donc on a pu aussi voir les impacts que ça allait avoir sur notre existant. Donc ça, c'est un outil extrêmement puissant et qui permet d'avoir une vision et un partage commun des services qu'on doit rendre. Le deuxième pattern, on va dire, J'adore ce schéma. des compliance. Mais on m'a dit oui, mais les lisibles et tout. Oui, mais c'est l'originel, quoi. Enfin, voilà, il y a des choses avec lesquelles on touche pas, on déconne pas. Donc ça, c'est la définition, c'est le dessin qui définit l'architecture hexagonale fait par Alistair Cockburn. Donc, en gros, ça dit quoi? Mon cœur métier, je vais essayer de mettre des protections autour. Ces protections, ça va être des ports et des adapteurs. Et ça veut dire que dès que je vais vouloir de l'extérieur, via un client HTTP, une API, peu importe, communiquer avec mon cœur métier, je vais avoir quelque chose qui va protéger mon cœur métier pour ne pas avoir de dépendance technique qui arrive au milieu de mon domaine. Et de même, on va avoir des adapteurs qui vont nous permettre d'aller communiquer vers l'extérieur. Donc, en gros, comme disait Jérôme, parce que je vais vous montrer un peu de code, et l'idée c'est que vous sachiez un peu de quoi on cause. Le code que je vais vous montrer est complètement inintéressant, sachez-le. Une application Spring Boot avec des couches stackées, contrôleur, service, DAO, de la persistance dans une MongoDB et des connecteurs vers différents composants qui nous permettent de communiquer avec un lac de données HDFS. OK ? Donc, quand on parlait de nettoyer le core domaine, l'idée, c'est d'identifier, donc vos classes doivent avoir le nom de ce que vous avez trouvé dans l'Ubiquitous Language, d'accord ? Et puis, on va aussi virer tout ce qui était dépendance technique. Donc là, j'ai ce qu'on va appeler un agrégat ou une entité, appelez-le comme vous voulez, un POJO, tout simple, qui avant a été stocké dans un package qui s'appelait modèle. Donc on voit qu'on était déjà vachement orienté sur la persistance, quoi. C'était, pour nous, dans notre esprit, ça correspondait au modèle de persistance. C'était notre anneau. Voilà. On avait des liens vers des annotations Jackson, un désérialiseur. Bon, ça n'a rien à faire dans notre cœur domaine parce que ça marche tant que j'ai besoin de sérialiser en JSON, mais si j'ai besoin de sérialiser en autre chose, je vais faire quoi? Je vais rajouter à chaque fois? Si j'ai 15 formats différents à adresser, je vais avoir mon code métier pollué par les 15 annotations qui vont permettre de faire automatiquement la bascule dans le bon format. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça, au final, ça s'est transformé par une classe qui n'a plus aucune dépendance autre que soit des librairies, soit juste le langage de base, et qui s'est retrouvée dans un package qui s'appelle Domain Data Access User. Pourquoi? Parce que cette classe est utilisée par les utilisateurs pour faire des requêtes SQL. Du coup, dans ce domaine, c'est un binding context.
Non, je disais, c'est la requête SQL sur le lac. Sur le lac, oui. Du coup, on voit que dans ce contexte d'accès à la donnée, on a également tout ce qui est lié aux recherches via l'API et les statistiques. Enfin, aux recherches via l'API, aux recherches en fait, c'est même pas via l'API, c'est aux recherches, et les statistiques. OK. C'est bien, mais ma sérialisation, là, elle se retrouve où du coup? Des fois, nos frameworks ils nous fournissent le bon endroit pour le faire. Et dans Spring Boot, j'ai juste à aller dans ma web configuration, rajouter ce qu'on appelle un module, lui dire que à chaque fois que tu rencontres du data record, utilise le serializer machin. Donc j'ai sorti mon code, j'ai mis à l'endroit où ça aurait toujours dû être ma désérialisation. Et ça n'a pas coûté grand-chose, quoi, hein. Donc on peut vite nettoyer proprement du code du domaine. Mais ça, on va le faire aussi sur des services. D'accord? Là, j'ai un service qui, c'est toujours lui qui permet d'exécuter les requêtes SQL sur le lac. Il s'appelle Request Service. Il y a de l'injection liée au framework Spring. Ça appelle un DAO qui s'appelle Impala DAO. Qu'est-ce qui se passe le jour où j'utilise plus Impala? Voilà. Comment est-ce qu'on nettoie ça? Assez facilement, en fait. On va mettre, à la place d'utiliser directement des DAO, une abstraction, une simple interface, un port, qui est Data Query, là, par exemple. Au passage, j'en profite pour renommer mon request service, parce que mes utilisateurs ne font pas des requests, ils font des queries. Donc, je réapplique mon ubiquitous language. Et là, je me retrouve à appeler mon Data Query. Et ce Data Query, hop, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui se trouve à côté de mes objets du domaine. Il est avec mes entités qui correspondent à mon core domaine dans mon Boondig contexte, donc dans Data Access User. Il dit, je veux récupérer des exemples de queries, je veux exécuter une query complète, je veux les récupérer avec notre feu bot qui transformait le langage naturel en requête SQL. C'est à son âme. Ouais. Voilà. Et au final, tout ça, c'est dans mon corps, dans mon cœur domaine, et c'est protégé. Et après, je vais me retrouver dans une partie infra à pouvoir dire, je fais un repository qui implémente mon data query. Et lui, il a des raisons de connaître les implémentations techniques, de savoir que c'est du Impala et tout ça. Et là, je peux réutiliser, réinjecter, donc utiliser à la fois mon framework préféré, réinjecter mes DAO, voilà. OK? Alors, architecture hexagonale, effectivement, ça fait partie des patterns qu'on dit DDD compliant. On n'en parle pas forcément dans le bouquin, on en parle dans le rouge, pour ceux qui connaissent, Implementing Domain Driven Design. Et un autre pattern, deux autres patterns dont on va vous parler, le premier, c'est CQRS. Qui a déjà entendu parler de CQRS? Ok, donc déjà, il y a une bonne moitié, c'est bien, ça progresse. On continue à faire l'évangélisation, mais c'est bien. CQRS, si on l'énonce, c'est extrêmement simple. C'est là où avant vous aviez une classe, maintenant vous en avez deux. On va séparer ce qu'on appelle les commandes des queries. Les commandes et les queries sont des actions. La différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'une commande engendre une mutation de l'état, alors qu'une query n'en engendre pas. Ok? Et nous, en fait, ça a été même l'objet d'un commit, tu te rappelles? Tu sais, tu as fait la review dessus. Et effectivement, c'est ce lake service là, qui était là avant. Finalement, maintenant, on a mis deux classes, lake query service et lake command service. Et c'est déjà une première application de CQRS. Vous allez dire à quoi ça sert? Effectivement, vu comme ça, c'est peut-être pas forcément extrêmement utile. En fait, ce qui est intéressant avec CQRS, c'est ce qui vient derrière. Parce que si je sépare mes services, je peux aussi imaginer séparer mes modèles. Mes modèles avec d'un côté le read model et de l'autre côté le write model. Le write model étant utilisé par les commandes et le read model étant utilisé par les queries. Et comme vous le savez, on a des problématiques différentes dès qu'on fait des queries ou des commandes. Quand on est dans une commande, on a besoin de consistance, on a besoin de choses normalisées. Alors que dans des queries, si on peut avoir les choses à plat qui sont prêtes à limite mapper ou binder dans les composants, c'est pratique. Avec des choses qui s'indexent bien. Alors là, on sépare juste déjà les modèles. On peut aller à l'étape d'après, qui consiste même à séparer les data sources. Et là, on va venir stocker notre master data là en jaune à droite. C'est-à-dire que c'est ce qui va assurer en fait la consistance de nos données.
on va venir faire nos commandes et accéder à cette base-là pour écrire. Et puis de l'autre, on va créer des modèles, utiliser des bases de données, des sources de données différentes selon le type de query qu'on veut faire. Donc faire de la synchro entre notre master data et puis, je sais pas moi, une base Elasticsearch pour faire l'indexation. OK? L'avantage, c'est que ça scale. On peut scaler la partie lecture. Et ça peut scaler aussi bien horizontalement qu'avec différents modèles, différentes formes de stockage. Je parlais d'Elasticsearch, ça peut être une base clé-valeur à la Redis, ça peut être complètement autre chose. Okay. Il y a d'autres problématiques après derrière, on est d'accord. Hein. Mais effectivement, la conclusion, c'est que CQRS est un pattern très intéressant dès que vous voulez scaler. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Hein. CQRS, encore une fois, c'est juste ça. C'est juste ça. OK. Deuxième pattern qui nous a intéressé. Qui a déjà entendu parler d'event sourcing? Alors, gardez la main levée si vous l'avez mis en prod. Ah, ouais. C'est beaucoup moins le cas, effectivement. C'est beaucoup moins le cas. Effectivement, event sourcing, on en parle beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'expérimentation en prod. Alors, j'ai eu l'occasion de bosser dans une autre startup avant Sagi dans laquelle, effectivement, on a mis en place de l'event sourcing. Et c'est un pattern vraiment, vraiment intéressant. Alors, quoi ça consiste? C'est l'idée qu'on va, plutôt que de persister l'état, on va persister l'historique des événements qui a amené à cet état. Et les événements que vous stockez deviennent votre master data. Et donc l'objectif, ça va être de recharger les événements pour reconstituer l'état et ensuite prendre une décision en fonction d'une commande qui vous est envoyée. Je vais expliquer ça. Et c'est une source de données immutable. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas ou qu'on ne supprime pas un événement. On ajoute uniquement des événements. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est la saison, hein. On va faire un pot-au-feu. Imaginons que j'ai un certain nombre de pot-au-feu, notamment le 42 là, qui va nous intéresser, et que je veux ajouter une carotte. Ça c'est la manière dont on fait habituellement. Dans une base à état. Dans une base à état, oui. Voilà. Donc dans une base à état, j'ai qu'à incrémenter mon nombre de carottes. Si je veux ajouter 2 choux, j'incrémente de 2 au niveau de NB choux. Si je veux rajouter une carotte, pas de problème, je réincrémente. Et si je veux en retirer une, je décrémente, il n'y a pas de problème. Le souci avec cette approche, c'est que j'ai perdu 2 types d'informations. Déjà, j'ai perdu le fait que j'avais ajouté et retiré une carotte. Et j'ai aussi perdu l'ordre dans lequel mon pot-au-feu a été fait. Ce qui pourrait être intéressant si je veux retrouver ma recette. OK ? Si j'étais en event sourcing, comment ça se passerait? Alors, je vais parler d'un truc qui s'appelle agrégat, je ne vais pas le définir parce que c'est un petit peu long. Mais si j'ai mon pot-au-feu, la préparation est lancée. Donc là, vous voyez, j'ai déjà un événement comme quoi la préparation est lancée. Je veux ajouter une carotte. Je vais recharger mes événements, là j'en ai qu'un, pour reconstituer l'état et ensuite appliquer la commande pour savoir ce que je fais. Et ce que je fais, ça se traduit par un nouvel événement qui est ajouté à mon event store. On parle souvent d'event store. Et donc j'ai l'événement carotte ajoutée. Si je veux ajouter 2 choux, je vais refaire la même chose, je recharge mes événements, ça me reconstitue l'état, je prends une décision de dire c'est bon, en fonction de mon état, je peux ajouter 2 choux. Donc du coup, ça va engendrer un nouvel événement, chou ajouté. Au passage, il y a une petite information, des informations de contexte à l'événement où j'indique que j'en ai ajouté 2. Je vais ajouter une carotte, pas de problème, je recharge. Vous avez compris un petit peu la mécanique. Je rajoute mon événement. Et quand tu supprimes? Et quand je supprime, non, je ne vais pas supprimer mon event. Je vais rajouter un event. Lorsque j'aurai appliqué ma commande retirer une carotte, je vais ajouter un event comme quoi la carotte a été retirée. Et donc là, effectivement, je retrouve un historique. Si je devais recharger l'état, vous voyez, je retrouve le même état que j'avais tout à l'heure dans ma base à état. Sauf que mon master data, c'est ça, c'est ma liste d'événements. OK. Donc on se dit, alors à quoi ça sert? C'est bien parce qu'en termes de testabilité, c'est top. Immutabilité, c'est facile, on regarde juste s'il y a un événement qui a été ajouté, c'est pratique. On peut versionner des agrégats. Je peux remonter, savoir la version de mon pot-au-feu où elle en était et repartir de cette version-là pour éventuellement la forquer. Pourquoi pas? Je peux débugger. J'ai qu'à reproduire la liste de mes événements pour voir dans quel état j'étais. C'est pratique. Je peux même faire du rollback. Alors comme je l'ai dit, pas en supprimant un événement. On ajoute un événement, en gros c'est le git revert. On ajoute un événement qui vient compenser le dernier événement. On ne peut pas faire de push force? J'ai la traçabilité gratos. On parlait de registre des traitements où je dois enregistrer l'ensemble des actions qui sont faites sur mes données, mais je l'ai là, c'est bon.
presque. Et je peux même recomposer des projections à la demande. Ça, c'est génial. On vous dit, hey, au fait, j'ai besoin d'une base pour pouvoir indexer tout le contenu de la base. Ouais, d'accord, moi j'ai mon MySQL, mais j'ai pas d'indexation full text, tout ça. Ben là, en fait, hop, je prends ma liste d'événements, je balance ça dans une base, dans un indexeur, et c'est parti. Alors c'est top, on se dit, mais alors, il n'y a qu'à tout event sourcer. Hein non, sauf que non. Non, c'est pas une bonne idée. Pour l'avoir pratiqué, effectivement, c'est souvent piège, parce qu'on se dit ça va nous donner plein de perspectives, et nous, en l'occurrence, quand je l'avais pratiqué, ça nous a donné plein de possibilités, sauf que je vous ai parlé des contextes tout à l'heure. Selon les contextes, ça peut être intéressant d'event sourcer, et ça peut être surtout dangereux d'event sourcer. Donc c'est une option et à envisager, hein. Mais pas forcément la silver bullet. Alors, la démarche, en gros. La démarche, pour y aller. Nous, on est parti de là. Hein, on est parti d'une appli un peu CRUD, ok, pas de souci. C'est une option. Il y a des contextes dans lesquels CRUD s'applique très bien, et parce que, en fait, simplement, il n'y a pas de métier, c'est du formulaire simple. Nous, c'était parfait pour le salon du Big Data. Hein. Voilà. Sauf que y a Grumpy qui surveille, hein, vous rappelez-vous. Et on peut passer à un autre modèle. Un modèle, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire, la première étape, à faire émerger notre domaine. Alors d'ailleurs, on vous a dit qu'on avait fait un event storming pour comprendre en quoi il consistait, et après on l'a fait émerger avec du code. Donc là, on a un modèle dans lequel en fait nos règles métiers, enfin l'ensemble des comportements de notre système est condensé dans des classes qui ne sont pas polluées par le reste. Alors ces domaines, une fois que vous avez commencé à les faire, ils peuvent lever des événements. Ça c'est quelque chose qu'on fait souvent en DDD. D'ailleurs, en fait, l'étape entre les deux, elle sert presque pas, on le fait rarement, généralement. Une fois qu'on a un domaine, le domaine riche lève des événements. Ces événements, vu que j'ai plusieurs contextes, je peux m'abonner à un événement qui vient de quelque part ailleurs dans le système, et puis prendre une décision ailleurs, et déclencher d'autres choses. Je commence à un petit peu avoir du event-driven, là. D'accord ? Nous, c'est là où on en est aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas eu besoin, pour l'instant, d'aller jusqu'à event sourcing. Et typiquement, notre registre des traitements, on a eu notre domaine, des événements, on a juste mis un petit event, on a mis un bus, tout ça part sur un bus, on a mis un event handler derrière, il écrit dans une collection Mongo, et on a déjà notre V01 du registre des traitements. Et puis, l'étape d'après, vous avez votre domaine, vous avez vos événements. Si vous passez à event sourcing, il suffit de quasiment créer un repository pour pouvoir sauver vos événements, recharger votre état à partir des événements, et vous y êtes. OK ? Donc, pour résumer, côté GDPR, ce que vous devez absolument vous rappeler, c'est une vraie bonne gestion du consentement. Je pense que c'est là où ils vont être en cas de contrôle, ils risquent d'être le plus pointilleux dans un premier temps. Gérer à minima le cycle de vie de votre donnée, c'est-à-dire sachez quand l'enregistrement a été créé, au moins quand il a été modifié la dernière fois et par qui. En effet, on a vu là, si on part sur une gestion un peu plus événementielle, c'est super simple, ça se fait presque tout seul, c'est gratuit, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on est parti sur cette solution, mais à minima, faites au moins ça. Du data lineage, donc tracer l'accès à la donnée, qui y a accédé, qui l'a modifié, parce que on peut vous demander de savoir quelle est la personne qui a altéré de la donnée liée à une personne avec qui vous êtes je sais pas, en conflit. Donc connaissez et essayez de tracer tout ça. Et là encore, hein, la gestion par événement vous permet de plus facilement adresser ces problématiques. Et proposer à minima un processus d'anonymisation avec plusieurs techniques pour pouvoir masquer les données en fonction des délais réglementaires que vous allez avoir appliqués dessus. Tac. Hop. Attends, non, c'est bon. C'est bon, c'est monté. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? On est un peu sûrement au milieu du pont, de la construction du pont. Alors, l'intérêt de tout ce qu'on vous a présenté, c'est qu'on peut vraiment le faire de manière incrémentale, en fonction des contextes sur lesquels vous êtes en train de travailler. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce domaine, ce contexte a besoin d'être event sourcé ou pas, ou du moins géré via des événements ? Quels événements je vais lever ?
je nettoie mon core domaine, je le renomme si jamais il ne correspond pas à l'Ubiquitous Language, et on peut vraiment le faire de manière incrémentale. Donc ça, c'est vraiment nous ce qui nous a plu et qui nous permet d'avancer et d'atteindre les cibles. Donc dans un premier temps, on se retrouve avec forcément une baisse de productivité en termes, on sort un petit peu moins de features, mais par contre derrière, on va en sortir vraiment beaucoup plus vite, quoi, derrière. Quoi vous dire d'autre que ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Notamment le fait d'avoir une archi hexagonale. Vous pourriez vous dire, ouais, mais en fait, on ne change jamais de base de données en vrai, donc pourquoi est-ce que je vais mettre encore une interface devant? Nous, on est un cas typique où on va avoir besoin de se connecter sur des lacs de données de différents distributeurs, voire pour des mêmes distributeurs des versions différentes, voire des fois, on n'aura peut-être même pas de lac de données HDFS, mais ce sera du Cassandra. Ou autre chose, hein, d'ailleurs. Si on n'isole pas notre cœur métier de l'implémentation technique, on est foutu, quoi. Donc vraiment, c'est extrêmement important de le garder le plus propre possible. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jérôme? Non, ça me semble très bien. Bon. Et ben voilà, c'était notre petit retour sur comment adresser les quelques problématiques de la GDPR. Alors vous avez vu, hein, on ne couvre pas tout le scope parce que de toute façon on n'a qu'une heure, donc ouais. C'est pas possible. Mais on s'est dit que le plus important, il y avait le plus de valeur, c'était sur la partie audit, registre des traitements, et qu'on pouvait le faire de manière assez efficace avec de l'event sourcing et des techniques de DDD. Merci. Merci. On va prendre quelques questions, je crois qu'on a 3-4 minutes. Il y en a une là. Alors, attends, ce qu'on va faire pour l'enregistrement. Hop. Merci. Bonjour. Allô. Ouais. Merci pour cette présentation. Je voudrais savoir quand est-ce que vous avez commencé ces travaux sur les DDD et est-ce que vous serez prêt pour le 25 mai 2018 ? On sera prêt, il n'y a pas le choix. Non, on sera prêt. Après, effectivement, aujourd'hui, on travaille sur les features les plus importantes. Comme on l'a dit sur la GDPR, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est au 25 mai 2018, c'est uniquement les nouvelles données qui vont être collectées, à mettre en conformité. Donc aujourd'hui, en fait, on a une gestion de notre roadmap qui est basée là-dessus. Et effectivement, aujourd'hui, on a eu ce petit travail en fait de refactoring qui nous a amené à la mise en place de la gestion des événements, en fait. Voilà, de notre domaine, mieux comprendre notre domaine. Ça, c'est peut-être la partie la plus longue. Hein. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, la difficulté, elle n'était pas tant technique. Moi, je pense qu'au contraire, elle est assez dans l'exploration du domaine. On a fait des event storming pour ça et dans la modélisation. C'est ça qui est le plus difficile, dans l'émergence du Ubiquitous Language, pour être précis. Mais une fois que ça s'est fait, après, finalement, la roadmap, on ne va pas trop avoir de soucis pour la respecter. Et pour répondre à ta question, on a commencé courant août. Voilà. Courant août, ouais, c'est ça, ouais. En plein de vacances, au bord de la piscine. Mais en start-up, on n'en prend pas des vacances. Mais en fait, on est tous arrivés récemment, donc on n'en a pas des congés. Il y avait une question là-bas. C'est quoi ta taille de t-shirt? Bonjour, donc merci effectivement pour cette présentation qui était assez complète. C'est mon sujet du moment aussi, donc j'ai appris plein de choses. C'est étonnant. Alors plus le DDD que la GDPR pour l'instant, mais ça viendra. Chanceux. Ma question finalement, c'était est-ce que ce travail sur le domaine vous a amené à devoir faire évoluer vos données et vos choses là, ou finalement ça a été transparent sur les données en elles-mêmes? Tu veux les données qu'on persiste? Ouais. Complètement transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est là où avant, il y avait le modèle, notre classe qui en fait avait plusieurs représentations selon les contextes. On l'a gardé et c'est notre modèle de persistance parce que là, aujourd'hui, on stocke ça dans du Mongo. Donc, c'est notre modèle de persistance dans Mongo. Par contre, on en a extrait, en fonction du contexte sur lequel on travaillait, le domaine qui était l'abstraction, c'est-à-dire le modèle qui correspondait à ce contexte-là. Et là, par exemple, on doit manipuler, dans Big Data, on a ce qu'on appelle des metastores, par exemple, qu'on pouvait faire avec Hive, dans lequel on déclare des tables. Là, on parlait de tables. Donc, on a fait émerger notre abstraction de table, qui avait juste une représentation très simple.
Mais ces tables sont persistées toujours sous l'ancien format, en fait. Voilà, exactement. Mais par contre, cet ancien format ne fait pas partie de notre cœur de domaine. Il est vraiment en dehors. On l'a externalisé. C'est devenu presque un DTO, quoi, Ouais, par rapport à notre métier. Exactement. Il y avait des questions là-bas. Taille de t-shirt Merci. M. Oui, donc d'abord, merci pour la présentation. J'ai une question à propos de l'event sourcing et du droit à l'oubli. Comment ça se passe si on doit supprimer des données alors qu'on ne peut pas? Alors, je l'attendais, celle-là. Alors, ce qu'il faut, effectivement, cette question, en fait, elle était planifiée. Le truc qu'il faut comprendre, nous, en tout cas dans notre contexte, ça ne se présente pas parce que les données des clients qui sont potentiellement non anonymes, elles sont dans le data lake. Nous, ce qu'on pourrait event sourcer, c'est les informations de gestion de notre application. Donc, ce n'est pas directement des données personnelles. En fait, ce que nous, on va stocker dans notre Event Driven, c'est qu'on a appelé le process d'anonymisation pour l'enregistrement bidule du dataset machin. Et c'est ça qu'on va stocker. Parce que ce qu'on a besoin de fournir dans le cadre du registre des traitements, c'est quel processus, à quel moment a modifié quel enregistrement. Et donc, l'enregistrement sera modifié. Il n'y a pas de souci, il sera anonymisé voilà, ou supprimé. Mais nous, on aura tracé l'événement comme quoi ça a été fait. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'être capable de tracer ce qui a été fait sur la donnée au moment où ça a été fait. Alors, indépendamment de notre contexte, maintenant, la question se pose. Je n'ai pas la réponse toute faite sur le sujet. Je pense qu'il va falloir repasser effectivement sur un event store. Mais il faut comprendre en fait que event sourcing, c'est typiquement, j'avais entendu une assurance en Allemagne qui en fait utilisait cette approche avant qu'elle soit vraiment déclarée comme un pattern, parce qu'ils ont ils ont des produits et ils ont des contrats d'assurance sur ces produits. Sauf que les produits ont été faits il y a 10 ans, ils ont évolué et le contrat est encore vivant avec les données du produit. Donc eux, la façon de pouvoir versionner des produits et des contrats sur ces produits qui ont été créés il y a longtemps, eh ben, ils ont commencé effectivement à enregistrer des suites, de faire en fait ce qu'on fait dans un journal de log d'une base de données. Hein. C'est-à-dire on enregistre la suite des événements. Donc après, eux, effectivement, ils ont des données qui datent d'il y a 10-15 ans. Donc il va falloir vraiment, pour le coup, si on veut être compliant avec la GDPR, anonymiser un certain nombre de données. Par contre, effectivement, là, ces données de prod concernant l'assurance, il y a des choses qu'on est obligé de garder avec les noms et les infos personnelles. Ouais, après, il y a des délais légaux en fonction des contextes et tout. Il faut tout prendre en compte. C'est hyper cool. Il y a d'autres réglementations qui viennent aussi se mêler. Je pense qu'on est à court de temps. Je sais pas, il y a quelqu'un de l'organisation qui peut nous dire si on a encore une question à prendre ou pas. Tant que personne nous dit, on est tranquille, on est ensemble. Une question, une dernière. Oui. Il y en avait deux, on prend les deux et puis on va essayer de répondre vite. Tu vas essayer de répondre. Oui, bonjour, pardon. Doucement, Laurent, doucement. Laurent Lourenço, donc moi je travaille sur des projets blockchain en ce moment et j'avais une question en ce qui concerne l'event sourcing parce que ça semble intéressant et il y a des similitudes avec la gestion du ledger dans la blockchain où on recalcule toutes les données à partir de la transaction initiale à chaque fois. Par contre, on voit qu'il y a des problèmes de performance et c'est pour ça que les nouvelles générations de blockchain en fait stockent également le solde à chaque transaction pour pas tout recalculer à chaque fois. Comment vous traitez les problématiques de performance ou où on en est aujourd'hui de l'état de l'art dans ce domaine? Alors, j'ai fait exprès de ne pas en parler parce que sinon c'était trop riche, mais effectivement c'est une question qu'on me pose souvent sur l'event sourcing. Il y a un principe très simple, hein, on fait des snapshots, c'est un peu la même idée, hein, c'est-à-dire qu'on vient faire des snapshots, après on va avoir des stratégies de snapshots qui peuvent être complètement variées. On peut décider de faire... Alors un snapshot, c'est juste que j'ai rechargé mes événements, l'état que j'ai reconstitué, je viens le stocker, et la prochaine fois, je vais récupérer mon dernier snapshot et l'ensemble des événements qui viennent après. Donc quand je recharge mon état, en fait, je pars du snapshot, j'applique les derniers événements et je reconstitue mon état final. Donc ça, c'est un moyen classique. Hein. Aujourd'hui, on regarde toutes les libs qui permettent de faire ça, permettent de faire des snapshots facilement. Et la deuxième technique, si on couple ça avec CQRS, c'est d'avoir des modèles de lecture qui sont basés sur la master data qui est notre event store et déjà d'avoir des choses qui sont potentiellement précalculées. Selon les besoins, effectivement, en termes de... Ça, c'est les deux approches qui sont possibles. J'avais juste un deuxième point en ce qui concerne la GDPR. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique et est-ce que finalement ça ne s'adresse pas qu'aux grosses boîtes? Parce que finalement, comme c'est calé sur le chiffre d'affaires, une start-up qui ne fait pas de chiffre d'affaires au début, elle s'en fout un peu des données. Oui, mais alors, il faut bien voir, c'est que
C'est 4% du chiffre d'affaires. Enfin, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, mais il y a aussi des paliers d'amende en fait derrière, et on peut monter jusqu'à 20 millions d'euros. Donc, si tu fais pas de chiffre d'affaires, ils vont réussir à trouver le palier d'amende qui va bien, hein, et te mettre quand même quelque chose sur la tête. Est-ce que c'est utopique? En tant que citoyen, je dirais un peu je m'en fous. En vrai, c'est pas mon problème. En tant que technicien, ils nous font bien. Oui, bonjour. Moi j'avais une question, c'était par rapport au test. En général, quand on met en place du DDD, le code devient beaucoup plus testable. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des tests dans votre appli avant? Est-ce que vous en faites vous maintenant? Oui. Ça, c'est pas sympa, ça. Alors, Ça, c'est vraiment pas sympa. alors, ouais, enfin, en plus, je suis test addict, hein, donc c'est Non, une donc, question ouais. que j'adore qu'on me pose. Clairement, je vais assumer là. D'accord, Non, il n'y avait pas de test. Et oui, maintenant, il y en a beaucoup plus. Effectivement, en fait, on a alors là, bon, ça pourrait faire même l'objet d'un bouquin sur le code legacy et comment repartir d'un code legacy qui a même pas de test ou qui est même pas testable pour arriver petit à petit à faire émerger un modèle et à conserver le fonctionnement. Là, typiquement, ce qu'on avait fait, c'est des types de tests qu'on appelle en Golden Master. Je ne vais pas expliquer en gros ce que c'est, mais c'est une technique pour pouvoir justement éviter de casser quelque chose dont on ne maîtrise pas l'ensemble du fonctionnement, tout en faisant émerger et en refactorant notre application. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a une couverture de tests. Alors, on ne la mesure pas parce que en fait, c'est juste naturel de les écrire. Hein, Audrey? Tu la mesures? Ouais. Hop. Moi, Mais regarde pas lui. Mais le code coverage, pour moi, c'est pas un bon indicateur, hein, mais bon. Non, en fait, surtout, on met le cœur des tests sur notre cœur métier, quoi. Voilà, Là, le cœur ça. métier, il est testé. Et là, par contre, voilà. le domaine, lui, est blindé de tests. Ok, merci tout le monde. Merci.